Mesdames et messieurs, chers amis, vous savez, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que c'est avec un plaisir certain, et je dirais même avec beaucoup de joie, que je suis et que je suis avec vous aujourd'hui pour ces États généraux de la philatélie. Alors, ces États généraux ont été demandés par le Président de la République, et finalement, dans cette assemblée, je constate que c'est quasiment la première fois, je dirais presque dans le monde, nous avons quelques amis étrangers qui sont là, qui pourraient le dire, que nous avons pu réunir autant de personnes du milieu de la philatélie. Des artistes qui sont là, des graveurs, des collectionneurs, des négociants, y compris des négociants de pays européens, et je tiens à saluer mes amis danois et italiens qui ont fait le voyage pour venir jusqu'ici. Il y a aussi mes homologues de Belgique, de Suisse, qui eux aussi ont fait le voyage et qui eux aussi sont confrontés un petit peu aux mêmes difficultés que nous dans la philatélie de leur propre pays. Je suis heureuse aussi que soient présents les acteurs clés, ceux qui nous accompagnent dans notre développement et ceux aussi qui fixent notre cadre d'activité, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, l'UPU, l'ARCEP, qui sont là aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement Yves Tardy, président de la Fédération française des associations philatéliques, et André Boré, le président de la CNEP, parce qu'ils ont relayé auprès de leurs membres, qui y participent déjà depuis plusieurs mois, puisque je vous rappelle que c'est depuis novembre que nous avons engagé ces États généraux. Ils ont fait participer leurs membres à des réunions, à des rencontres. Ils ont eux-mêmes beaucoup travaillé, fait des forums, et je tenais à les remercier pour ce travail préalable qui a été d'une richesse sans nom et d'un matériau sans nom, et qui va se continuer après les États généraux. Je tiens aussi à remercier, je les appellerai les membres de la société civile, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni philatélistes, ni impliqués dans le milieu économique de la philatélie, c'est-à-dire des gens qui aiment simplement le beau timbre, des amateurs qui sont là et qui sont venus témoigner aussi de ce qu'ils sentent eux pour l'avenir et de ce qu'ils aimeraient pour l'avenir s'agissant du timbre et de la philatélie. Je voudrais enfin remercier particulièrement, et vous me pardonnerez de la citer comme si elle était unique, mais elle est unique. Je remercie de sa présence notre amie Jacqueline Cora, parce qu'elle œuvre depuis des années. Vous avez bien mérité, Jacqueline, ces applaudissements qui vous sont réservés. Vous savez toute la tendresse que le milieu de la philatélie a pour vous. Et Jacqueline, loin d'être une philatéliste de l'ancienne mode, Jacqueline passe son temps à nous appeler pour nous donner de nouvelles idées, de nouvelles pistes. Et aujourd'hui, Jacqueline, je souhaiterais que vous acceptiez d'être un peu la marraine de ces États généraux de la philatélie. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors, pour ne rien vous cacher, je me suis quand même dit, les États généraux, c'est quand même une représentation un peu particulière. Et lorsque le président de la République nous a envoyé la lettre, sincèrement, je me suis demandé comment on allait s'y prendre. Surtout, je les connais bien, les philatélistes, d'abord parce que vous le savez, j'aime à le répéter, je suis un peu tombée dedans lorsque j'étais petite, mais moi, à l'inverse de Raymond, je n'en suis pas sortie. Donc je suis toujours philatéliste. Et je me suis demandé comment, dans ce que Raymond a appelé ces débats contradictoires, parce que ça va être des débats contradictoires, nous n'avons pas tous les mêmes contraintes, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, comment nous allions nous faire pour faire émerger finalement les actions du futur, pour arriver à positiver, malgré effectivement parfois ce qui peut séparer les uns ou les autres des partenaires qui sont aujourd'hui présents. Et puis alors vous allez dire, peut-être que Slinger est parano, mais enfin après tout, elle a bien le droit d'être parano. Le mot États généraux, vous le voyez, après tout, je pouvais difficilement à des philatélistes cacher ce que cela pouvait représenter. Le mot m'a un peu troublé, je dirais même qu'il m'a un peu perturbé. Alors je me suis bien entendu plongé dans la philatélie. Je vous rappelle ce magnifique timbre, c'est même pas la peine que je vous le rappelle.
il est de 1971, je vous en remercie, j'ai bien vu l'unanimité qui venait là-dessus. C'est bien entendu un timbre en taille douce, bien entendu, voilà, on répète ensemble. Et puis, il est d'un de nos plus grands graveurs qui est Albert de Caris. Merci infiniment. Et ces états généraux, ça m'a un peu perturbé parce que finalement, on parle toujours de ceux-là qui ont été timbrifiés, mais vous savez que les états généraux, je sais qu'il y a quelques historiens dans la salle, d'historiens de la société civile et historiens philatélistes, les deux, les états généraux ont donc été créés en 1302 par les premiers états généraux par Philippe le Bel. Je me suis penchée, il y en a eu 21 états généraux qui se sont succédés. Donc c'est avec, comment dire, sérénité que j'aborde ces états généraux, et je vais d'ailleurs laisser à Pierre Julien le soin de nous dire, Pierre Julien, qui est journaliste au Monde, qui est aussi un philatéliste, à qui je demande de bien vouloir me rejoindre, je vais lui laisser le soin de nous éclairer sur la vision à lui des états généraux. Voilà, donc quelques propos en forme de paradoxe. Tout d'abord, expliquer ces états généraux qui sont bien des états généraux de la philatélie et non des états généraux de la Poste, même si la Poste est à l'origine du financement de leur organisation. En guise de propos liminaire, certains d'entre vous pourraient se demander, mais qu'est-ce que la Poste vient faire là finalement? La philatélie, à l'origine, ne s'est-elle pas développée contre la Poste, qui se méfiait de ces gens bizarres, qui entretenaient une obsession sur sa production de timbres-poste? Les collectionneurs ne se posent-ils pas aussi, bien souvent, et traditionnellement, en résistance, en opposition par rapport à la Poste, souvent accusée de bien des maux? Eh bien non. Administration postale et philatéliste relèvent d'un même partage, d'une pratique, d'une même scène. Ils participent d'une même réalité globale et sont sans doute solidaires, frappés qu'ils sont d'un même déclin. Plusieurs enjeux justifient la présence de la Poste ici, outre qu'elle ait pris l'initiative de cette rencontre. Stimulée sans doute par des circonstances indépendantes de sa volonté, on remerciera ici le rôle incitatif de la presse philatélique. On peut parler d'un enjeu économique important que traduit par exemple le chiffre d'affaires du courrier au sein de l'entreprise La Poste, 11 milliards 700 millions d'euros, ou l'activité du négoce spécialisé. Il y a un enjeu international, terme qui regroupe les notions de rayonnement touristique, intellectuel, culturel, de prestige attachés au timbre. L'enjeu patrimonial ne saurait être négligé également, lié au marché de l'art, aux musées postaux, aux métiers d'art, au savoir-faire attaché à cette activité, comme la taille douce, la gravure. Enfin, il y a un enjeu de diffusion culturelle qui peut par exemple favoriser la fréquentation des lieux culturels ou qui met aussi en contact un vaste public et les œuvres d'art. Une fois ces enjeux établis, l'heure est au constat. Le marché, la pratique philatélique seraient en déclin. On peut se fonder sur les chiffres d'abonnés aux nouveautés de la Poste, au panier moyen du client philatéliste, du nombre de négociants en France, du nombre d'adhérents à la fédération, de l'âge moyen des collectionneurs. On peut trouver un certain nombre de critères. Ce déclin reste à nuancer cependant. Il y a le Salon du Timbre, organisé tous les 2 ans, ces états généraux témoignent tout de même d'une certaine vigueur. À noircir le tableau, n'y a-t-il